Je m'appelle Jeanne, j'ai 74 ans. Ce que je vais vous confier n'est pas une fable. C'est ma vie, peut-être un écho de la vôtre. J'ai toujours tenu bon, même après la ménopause, même après le décès de mon mari, que son âme repose en paix. J'ai continué à bichonner mon jardin, à veiller sur mes 2 petits-enfants quand ma belle-fille manquait de temps, à nourrir tout ce petit monde, discrète mais indispensable. Ce matin-là, une petite toux me taquinait, rien d'alarmant. Pourtant, mon cœur s'emballait, comme s'il cherchait à me murmurer un secret. J'ai pris le bus, seul, pour consulter le médecin. Paul, mon fils unique, m'accompagnait autrefois, mais depuis son mariage avec Mélanie, un froid s'était glissé entre nous, jour après jour. Le médecin m'a envoyé aux urgences de Bordeaux-Nord, par prudence, pour une nuit, disait-il. Je ne savais pas que cette nuit marquerait un tournant irréversible. Une porte qui ne s'ouvre plus. 3 jours plus tard, j'ai quitté l'hôpital. Ma petite valise à roulettes, avec sa fermeture abîmée, ne m'avait pas quitté. Une infirmière, douce, m'a commandé un taxi. Aucune nouvelle de Paul ou de Mélanie, pas un mot, pas un signe. En arrivant devant ma maison, celle que j'avais achetée avec mes économies, mise au nom de Paul pour simplifier les choses, j'ai compris. La serrure avait été changée. J'ai essayé ma clé, 1 fois, 2 fois, 3 fois. Rien. J'ai sonné, insisté. Silence. Mon cœur s'est pétrifié. Une voisine m'a aperçue, a baissé les yeux, puis a fermé ses volets. Je me suis assise sur le muret, immobile. Vers 18h, j'ai trouvé un mot griffonné dans la boîte aux lettres, sans enveloppe. Un froid m'a saisi. Maman, c'est mieux comme ça. Tu as besoin de repos, et nous aussi. Ne nous force pas à faire choisir les enfants. Appelle les résidences de Mignac, ils ont une place pour toi. Paul. Rien de plus. Je me suis mise à trembler, pas de colère, mais d'un vide immense. J'ai passé la nuit sur un banc. Pas de larmes, pas encore. J'ai marché jusqu'au parc du quartier, là où je promenais Héloïse et Nathan, mes 2 trésors. Je me suis installée sur le banc où je leur lisais Astérisque le Petit Prince Astérisque. Là, enroulée dans mon manteau, j'ai dormi, blottie contre le bois. À 3h du matin, un jeune homme m'a réveillée. Il s'appelait Mehdi, je crois. Il m'a offert un café chaud et une couverture. Il n'a rien demandé, n'a posé aucune question. Il est parti, laissant un billet de 20 € plié dans une serviette. Ce geste, c'était la seule chaleur que j'ai reçue cette semaine-là. Le lendemain, j'ai appelé les résidences de Mignac. On m'a dit qu'aucune place n'était disponible, que mon dossier devait attendre une commission. Je n'ai pas insisté. Je me suis réfugiée à la bibliothèque municipale. Là, j'ai croisé Lucette, une vieille amie de mes ateliers de couture. Elle ne m'a pas reconnue tout de suite. Quand je lui ai raconté, elle m'a serrée dans ses bras, sans un mot. « Viens chez moi », m'a-t-elle dit. Et j'y suis allée. Le soir, dans sa chambre d'amis, j'ai retrouvé un vieux carnet à moi, oublié chez elle des années plus tôt. À l'intérieur, des lettres jamais renvoyées, à Paul, à Mélanie, à moi-même. J'ai recommencé à écrire, à me souvenir. Une douleur ancienne a refait surface. Paul n'a pas changé tout seul. Son père, André, me traitait déjà comme une ombre dans notre maison. Et moi, j'avais appris à le remercier pour chaque silence qui n'était pas une gifle. Je croyais avoir tout enfoui, mais tout est revenu. Dans ce flot de souvenirs, j'ai compris une chose. Ils ont changé la serrure, mais ils ont oublié ce que je savais. Ils ont oublié ce que je possède encore. Ils ont oublié que cette maison, même au nom de Paul, ne m'a jamais vraiment quittée. Si les silences qu'on endure, les injustices qu'on vous touchent, restez avec moi. Chaque larme porte une vérité qu'on a trop longtemps ignorée. Je n'ai rien dit, rien montré. Quand j'ai réalisé qu'il m'avait mise à la porte, comme on se débarrasse d'un vieux manteau usé, j'ai compris qu'il me croyait finie. Faible, résignée, inoffensive. Ils se trompaient. Ils ne me connaissent pas, pas vraiment. Je suis restée chez Lucette pendant plusieurs semaines. Sa petite chambre d'amis, avec vue sur un mur de briques, était un refuge. Pour la première fois depuis longtemps, je respirais. Chaque matin, je me réveillais sans craindre un reproche, un regard glacial de Mélanie, ou ce silence qui tue, dans leur cuisine impeccable. J'ai commencé à marcher tous les jours. Mon corps protestait, mais mon esprit s'éveillait. Je n'ai pas appelé Paul, pas une seule fois. Ni pour exiger des explications, ni pour supplier. Qu'il pense que je me tairais,
rongée par la honte, dans un coin. Tant mieux. Un jour, en fouillant dans les affaires de Lucette, je suis tombée sur un vieux document. Un acte notarié, jauni, oublié dans un tiroir, rangé là après la mort d'André. En le lisant, une phrase m'a saisie. Une clause, presque invisible, précisait que la maison avait été achetée avec mon propre argent, un héritage de ma tante en 1987. Elle était au nom de Paul, par commodité familiale, mais l'usufruit m'était réservé à vie. Mes mains ont tremblé, pas de peur cette fois, mais d'une colère froide, précise, silencieuse. J'avais encore un droit sur cette maison. Il n'avait pas le pouvoir de me chasser comme une intruse. J'avais été naïve, aveuglée par l'amour d'une mère, mais pas éteinte. Je suis allée voir un notaire, maître Delma, un homme d'une quarantaine d'années, pressé, presque agacé au début par mon histoire. Mais quand il a lu le document, son regard a changé. Madame Jeanne, ce que votre fils a fait pourrait être qualifié d'abus de confiance. Il n'avait pas le droit de vous expulser. S'il a tiré un quelconque profit de la maison pendant que vous en aviez l'usufruit, il pourrait être tenu de vous indemniser. La justice pourrait même s'en mêler. Je l'ai fixé, les yeux humides. Maître, je ne veux pas qu'il paye avec de l'argent. Je veux qu'il comprenne. Qu'il voie, en face, ce qu'il m'a fait. Il m'a adressé un sourire discret. Dans ce cas, je crois que nous pouvons faire quelque chose. Pendant des semaines, nous avons construit un dossier, méthodique, sans éclat de colère. Chaque mot était une pierre soigneusement posée pour rebâtir ce qu'ils avaient tenté de me voler. Je n'en ai parlé ni à Lucette, ni aux voisins. J'ai gardé le silence, comme on attend l'ombre d'une éclipse. Un jeudi matin, je me suis habillée en noir. Pas pour pleurer, pour être vue. J'ai épinglé ma broche ancienne, celle que Paul m'avait offerte à 12 ans, quand il me voyait encore comme une héroïne. J'ai pris mon dossier et j'ai frappé à leur porte. C'est Nathan, mon petit-fils, qui a ouvert. Il avait grandi si vite. Il m'a regardé, surpris, mais pas effrayé, juste curieux. Maman, mamie est là. Mélanie est apparue, les bras croisés, le regard de glace. Qu'est-ce que vous venez faire ici? Je n'ai ni souri, ni tremblé. Je viens reprendre ce qui est à moi. Paul est sorti de la cuisine. En me voyant, il a pâli. Il n'a rien dit. Je lui ai tendu la lettre du notaire, calmement. Lis-la maintenant, ou attends qu'elle passe par la justice. C'est ton choix. Il l'a prise, les doigts hésitants. Maman, je pensais que tu étais aux résidences. Tu n'as jamais rappelé. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Tu m'as pris la clé de ma maison, Paul. Mais pas ma mémoire, ni ma vérité, ni mon nom. Mélanie a voulu parler, mais Paul lui a fait signe de se taire. Pour la première fois depuis des années, j'ai vu dans ses yeux autre chose que du mépris. Une fissure, une peur. Mais je n'étais pas là pour l'effrayer. J'étais là pour planter une graine, celle du souvenir d'une mère qui a tout donné et n'oublie rien. Je suis partie sans ajouter un mot, la tête haute, une flamme dans le cœur. Ils pensaient que j'étais finie, qu'ils s'en sortiraient ainsi. Ils avaient oublié une chose, même une grand-mère a des armes. Et parfois, les plus silencieuses frappent le plus fort. Pendant des semaines après cette visite, aucun signe de vie. Pas un appel, pas un message, pas même une excuse maladroite. Pourtant, je sentais que leur petite bulle avait craquelé. Je poursuivais mon quotidien chez Lucette. Chaque jour, elle me servait un bol de soupe chaude, posait une main sur mon épaule, sans poser de questions. Elle savait que certaines blessures doivent mûrir avant d'être exprimées. Moi, je n'avais pas hâte. Le temps jouait en ma faveur, car il ne s'agissait pas seulement de murs ou de clés, mais de souvenirs. Et les souvenirs ne s'effacent pas. Un mardi matin, vers 9h, le téléphone de Lucette a retenti. C'était maître Delma. Madame Jeanne, je vous informe que la convocation est partie. Votre belle-fille est invitée à une médiation chez le notaire. Elle n'a pas l'air de mesurer l'enjeu, mais cela viendra vite. J'ai raccroché, puis je suis sortie pour une promenade. Je suis passée près de l'école des enfants. J'ai aperçu Nathan qui courait dans la cour, sa mèche brune plaquée sur le front, les joues rosies. Il riait, inconscient de tout. Héloïse était là aussi, plus tranquille, absorbée par un jeu de marelle tracé à la craie. Elle portait le gilet que je lui avais tricoté l'hiver passé. Une partie de moi voulait franchir la grille, les enlacer, leur dire que je veillais toujours sur eux. Mais je suis restée à distance. Ce jour-là, Mélanie a reçu l'appel. Je l'imagine bien,
dans sa cuisine impeccable, en train de mixer un jus vert ou quelque chose du genre. Puis le téléphone sonne. La voix formelle du notaire, les termes comme médiation obligatoire, usufruit légal, et cette phrase répétée peut-être 2 fois, vous n'avez pas le droit de l'exclure, ni par la force ni par les mots. C'est illégal. Elle a dû s'emporter. Elle a sûrement contacté Paul aussitôt, et lui s'est assis, les mains sur la tête, réalisant trop tard qu'il avait franchi une limite irréversible. 3 jours après, Paul m'a appelé. Sa voix était basse, incertaine. Maman, on pourrait peut-être en parler. Trouver un accord ? Je n'ai pas répondu immédiatement. Je l'ai laissé mijoter dans le calme. Puis, posément, j'ai dit, l'accord aurait dû commencer par un seul mot. Pardon. Il a balbutié quelque chose, mais j'ai coupé la ligne. Ce n'était pas de la revanche. Pas pour l'instant. C'était une pause, une équité qui avance doucement, sans bruit, mais sans faille. Mélanie n'a pas téléphoné, pas une fois. Mais une amie de Lucette m'a rapporté qu'elle avait fait une scène au marché, criant que la vieille leur compliquait l'existence, qu'elle n'avait plus sa place chez eux, et qu'elle ferait tout pour s'en débarrasser une bonne fois. Je n'ai ni ri ni pleuré. J'ai simplement continué à noter. Oui, depuis quelques semaines, je consignais tout. Chaque souvenir, chaque offense, chaque instant où j'avais ravalé mes mots, où j'avais dit que ce n'était rien, où j'avais opté pour le calme pour préserver l'harmonie. J'écrivais comme on extrait un venin, goutte à goutte. Puis, un matin, dans une enveloppe ordinaire, j'ai envoyé ce carnet à Maître Delma, avec une note. Si un jour il faut expliquer à un juge pourquoi une mère en arrive là, ces pages fourniront les termes. Quelques jours plus tard, j'ai reçu une invitation formelle à la médiation. Paul y serait, Mélanie aussi, et moi. 3 sièges, une seule réalité. Lucette m'a demandé si j'étais inquiète. J'ai répondu non, car j'avais saisi quelque chose qu'ils ignoraient encore. Quand on a tout perdu, la peur s'envole. Et c'est alors qu'on est le plus libre. La veille de la rencontre, j'ai longuement observé une photo sur la commode de Lucette. C'était moi, jeune, tenant Paul nourrisson dans mes bras. Il souriait. Moi aussi. Je me suis interrogée, quand tout avait-il basculé, quand avait-il cessé de me voir comme sa mère ? Et moi, quand avais-je arrêté de me percevoir comme une femme ? Le lendemain, j'allais enfin formuler ces questions, non pour obtenir des réponses, mais pour qu'ils les entendent. Je suis arrivée en avance. La salle du cabinet notarial était austère, presque médicale. Une grande table en bois, 3 chaises d'un côté, une de l'autre, une carafe d'eau, des verres. Tout était muet, sauf l'horloge qui égrenait les secondes comme un jugement imminent. Je me suis installée, droite, sans manteau ni sac, juste avec mon être. Maître Delma est entré. Il m'a salué avec cette courtoisie réservée aux rescapés. Un regard rapide, puis il s'est assis. Nous avons attendu. À 9h03, la porte s'est ouverte. Paul en premier. Il paraissait plus âgé que dans mes souvenirs. Des cernes, les épaules voûtées. Il évitait mes yeux. Derrière, Mélanie, impeccablement vêtue comme à son habitude, mais son regard trahissait l'angoisse. Elle s'est assise bruyamment, a croisé les bras, a expiré fort. Paul s'est contenté d'un murmure, « Bonjour maman ». Je n'ai pas répliqué. Non par rancune, mais parce que les paroles peuvent souiller un silence trop longtemps honoré. Maître Delma a entamé la discussion. Merci à vous 3 d'être là. Nous clarifions aujourd'hui la situation juridique de la propriété au 12 rue Saint-Joseph à Bordeaux. Madame Jeanne bénéficie de l'usufruit légal, ce qui implique. Mélanie l'a interrompu sèchement. Excusez-moi, mais elle n'a jamais rien dépensé pour cette maison. C'est Paul qui l'a maintenue, réparée, gérée. Elle n'était qu'une occupante. Je l'ai regardée, et j'ai pris la parole pour la première fois. Une occupante ? Dans la maison achetée avec l'héritage de ma tante, où j'ai élevé mon fils, préparé vos repas, veillé sur vos enfants, lavé vos linges, repassé vos vêtements. Elle a levé les yeux au ciel, mais Paul a baissé les siens. Maître Delma a continué, impassible. J'ai ici les relevés bancaires, l'acte d'acquisition original, et le testament de la tante de Madame Jeanne. Et ce document, plastifié avec soin, précise que l'usufruit est réservé à vie à Madame Jeanne. Ce droit est protégé par la loi. Le remplacement de la serrure équivaut à une violation. Un juge pourrait le qualifier d'expulsion illégale. Paul a commencé à suer. Mélanie a voulu intervenir, mais Delma a levé la main. Ce n'est pas une intimidation, c'est un constat.
Vous avez jusqu'à fin du mois pour restaurer l'accès complet à Madame Jeanne, sinon je transmets au tribunal. Un silence pesant s'est installé, tranchant comme une porte qui se ferme dans l'âme. Puis j'ai sorti mon carnet rouge de mon sac. Ce que je cherche, ce n'est pas qu'un abri. C'est qu'on admette ce que vous m'avez infligé, ce que vous étiez prêt à effacer. J'ai tout noté ici. Et si vous me refusez la justice du cœur, j'irai vers celle des lois. Mélanie a claqué la langue. Elle allait répondre, mais Paul lui a murmuré un mot. Elle s'est raidie. Puis, inattendu, Paul s'est tourné vers moi. Ses yeux étaient humides. Maman, je ne sais pas pourquoi j'ai agi ainsi. Je crois que j'avais peur de Mélanie, peur de trancher. J'ai pris la voie facile. Et j'ai choisi de t'ignorer. Il a posé sa main sur la table. Je regrette. Les larmes me sont montées, mais je les ai retenues. Le pardon, comme la confiance, ne se demande pas. Il se gagne. Mélanie a repoussé sa chaise. Elle s'est levée. En rage ? Très bien, si c'est comme ça, je m'en vais. Cette maison, cette comédie. Je ne reste pas pour me faire rabaisser par une vieille. Et elle a claqué la porte. Un long calme a suivi. Puis Paul, sans un son, s'est effondré sur la table, la tête entre les mains. Je suis restée immobile. Je n'étais pas là pour le réconforter. Pas pour le moment. Je suis sortie du cabinet notarial sans un regard en arrière. Le ciel de Bordeaux, ce jour-là, était voilé d'un gris pâle. Pas un gris d'orage, non, un gris doux, comme si les nuages eux-mêmes hésitaient entre larmes et silence. Lucette m'attendait dans sa voiture. Elle n'a rien demandé, m'a simplement tendu un mouchoir, au cas où. Mais je n'ai pas pleuré. J'étais vidée, ni apaisée ni vengée, juste au bout d'un chemin. Les jours suivants, ni Paul ni Mélanie n'ont donné signe de vie. Pas un message, pas un mot. Ils avaient jusqu'à la fin du mois pour me rendre l'accès à la maison. Et ils l'ont fait, contraints, non par affection. Un serrurier est venu, mandaté par le notaire. J'ai reçu une nouvelle clé dans une enveloppe beige, sans mot, sans prénom. Une clé froide, impersonnelle. Un dimanche matin, je suis retournée dans cette maison. Seule. Je pensais que l'émotion me submergerait, que mes jambes vacilleraient, que le poids des années me tomberait dessus. Mais non. J'ai franchi la porte. J'ai traversé le couloir. Chaque meuble semblait déplacé, étranger. Mon vieux fauteuil avait disparu. Les rideaux que j'avais cousus, remplacés par d'autres, sans chaleur. Même l'horloge du salon s'était tue, comme si elle refusait de poursuivre le récit. Je suis montée dans ma chambre, celle où j'avais dormi 30 ans. Sur la commode, un cadre photo gisait, renversé. Je l'ai redressé, Paul bébé, dans mes bras. Je me suis assise sur le lit. J'ai respiré profondément. Et là, une vérité m'a frappée, aiguisée comme une lame. Ce n'était plus ma maison. J'avais l'usufruit, le droit, les papiers, mais pas l'âme de ce lieu. Il me l'avait arraché, peu à peu, avec chaque soupir, chaque silence, chaque regard fuyant. Je suis redescendue, j'ai refermé la porte doucement, et je suis retournée chez Lucette. Ce soir-là, elle m'a proposé un verre de vin. À quoi veux-tu trinquer, Jeanne ? J'ai esquissé un sourire fragile. À ce qu'ils ne m'ont jamais pris, ma mémoire, ma dignité. J'ai bu une gorgée, la seule de l'année. Les semaines ont passé, le printemps est revenu. Un matin, une lettre manuscrite est arrivée, chose rare aujourd'hui. C'était Paul. Maman, tu avais raison. Les années m'ont changé en quelqu'un que je ne reconnais plus. Mélanie est partie. Les enfants demandent pourquoi tu ne viens plus. Je ne sais pas quoi leur répondre. Je regrette. Accepterais-tu, un jour, de venir boire un café avec nous ? Héloïse a dessiné une carte, elle dit que mamie lui manque. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai attendu. Attendu que la colère s'apaise, que la blessure devienne cicatrice, que ce ne soit plus une question de pardon, mais de paix intérieure. 3 semaines plus tard, je me suis postée devant l'école à la sortie des classes. Juste pour voir. Héloïse m'a aperçue. Ses yeux se sont allumés comme des étoiles dans la nuit. Elle a couru vers moi, m'a enlacée si fort que j'ai cru que mon cœur allait éclater. « Mamie, tu es revenue ?» Je l'ai regardée, et pour la première fois depuis des mois, j'ai souri sans douleur. J'étais toujours là, ma douce. Paul s'est approché, lentement. Le regard baissé, muet, mais ses yeux brillaient. Je ne l'ai pas pris dans mes bras. Pas encore. Mais je l'ai laissé marcher à mes côtés, Héloïse entre nous. Ce soir-là,
En rentrant chez Lucette, j'ai ouvert la fenêtre. J'ai respiré l'air tiède du printemps et j'ai murmuré, pour que le ciel entende. J'ai survécu. Pas grâce à eux, mais malgré eux. Et c'est peut-être cela, le vrai pardon, celui qu'on s'offre à soi-même. Si cette histoire vous a ému, si elle ravive une injustice trop souvent tue, restez avec moi. Chaque larme de grand-mère porte une vie entière qui demande à être entendue. Je suis partie du bureau du notaire sans jeter un œil derrière moi. Le ciel au-dessus de Bordeaux était terne ce jour-là. Pas un ton menaçant, mais une nuance fade, comme si les nuages hésitaient entre verser des gouttes ou garder le mutisme. Lucette patientait dans l'auto. Elle n'a posé aucune question. Elle m'a simplement offert un tissu, pour le cas où. Mais les larmes ne sont pas venues. J'étais épuisée, sans allègement ni triomphe, juste à l'extrémité d'un parcours. Dans les journées qui ont suivi, aucun écho de Paul ou de Mélanie. Pas la moindre note. Ils disposaient jusqu'à la clôture du mois pour me redonner entrée dans la demeure. Et ils ont obtempéré. Par contrainte, sans tendresse. Un artisan des clés s'est présenté, sur ordre du notaire. J'ai obtenu une clé neuve dans une enveloppe neutre, dépourvue de texte ou de signature. Juste un objet métallique, distant. Un dimanche au lever du jour, je suis revenue dans cet endroit. Seule. Je m'attendais à un flot de sentiments, à ce que mes genoux fléchissent, à ce que le fardeau des décennies m'accable. Mais rien de tel. J'ai passé le seuil. J'ai arpenté le corridor. Chaque objet paraissait repositionné. Mon siège habituel avait été enlevé. Les tentures que j'avais assemblées, échangées contre d'autres sans personnalité. Même la pendule du séjour restait muette, comme refusant de prolonger le fil des événements. Je suis montée dans la pièce qui m'appartenait, celle où j'avais reposé pendant 3 décennies. Sur le meuble, un portrait encadré était couché. Je l'ai relevé. C'était Paul en nourrisson, lové contre moi. Je me suis installée sur le matelas. J'ai inspiré longuement. Et j'ai saisi une évidence simple, acérée comme un tranchant. Ce lieu n'était plus le mien. J'en détenais l'usage, la légitimité, les écrits, mais pas l'essence. Il me l'avait subtilisé. Pas d'un coup, mais progressivement, par chaque souffle retenu, chaque absence de mots, chaque œillade évité. Je suis descendue. J'ai clos l'entrée avec douceur. Et je suis repartie chez Lucette. Ce soir-là, elle m'a suggéré un verre de rouge. À quoi porter un toast, Jeanne? J'ai affiché un sourire ténu. À ce qui m'est resté intact, mes rappels, mon honneur. J'ai avalé une lampée, l'unique de la saison. Les semaines se sont écoulées. Le renouveau printanier est apparu. Un matin, une missive rédigée à la main est parvenue, fait inhabituel de nos temps. C'était de Paul. Maman, ton jugement était juste. Le passage des ans m'a modelé en une personne que je ne discerne plus. Mélanie s'en est allée. Les petits s'interrogent sur ton absence. Je peine à leur fournir une explication. Je suis navrée. Serais-tu d'accord, à un moment, pour partager un café chez nous? Héloïse a tracé un dessin. Elle affirme que tu lui manques. Je n'ai pas réagi sur le champ. J'ai patienté jusqu'à ce que l'amertume s'atténue, que l'entaille se referme en marque, que cela ne concerne plus l'absolution, mais l'apaisement personnel. 3 semaines après, je me suis placée près de l'établissement scolaire à l'heure de la fin des cours. Juste pour observer. Héloïse m'a remarqué. Ses pupilles ont scintillé comme des lueurs dans l'obscurité. Elle a accouru, m'a étreinte avec une vigueur qui a failli me briser l'organe vital. Mamie, tu es de retour. Je l'ai contemplée, et pour la première fois en de nombreux mois, j'ai arboré un sourire exempt de peine. Je n'ai jamais été loin, mon trésor. Paul s'est avancé avec lenteur. Le visage incliné, sans parole, mais ses prunelles luisaient. Je ne l'ai pas enlacé. Pas pour l'instant. Mais je l'ai autorisé à cheminer près de moi, avec Héloïse au milieu. Et ce soir-là, de retour chez Lucette, j'ai poussé les vitres. J'ai humé l'atmosphère douce. Et j'ai articulé distinctement, pour que l'azur perçoive. J'ai tenu bon. Pas par leur intermédiaire, mais en dépit d'eux. Et c'est sans doute cela, la véritable indulgence. Pas celle qu'on dispense, celle qu'on s'accorde. Si ce récit vous a remué, s'il évoque une iniquité trop fréquemment ignorée, abonnez-vous. Chaque goutte versée par une aînée raconte une existence entière. Femme d'âge mûr, esprit blessé, merci d'avoir suivi le parcours de Jeanne. Peut-être qu'en diffusant ce récit, vous soutiendrez une autre aïeule à briser l'isolement.